Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Vous le savez, on se retrouve toutes les semaines pour le débrief de l'actu tech avec Jérôme Colombin. Merci bonjour Jérôme. François Sorel, bonjour à tous. Comment vas-tu? Bien, très bien, ravi de vous retrouver. Voilà, ça fait plus de 300 numéros de 01 Hebdo passés avec vous. Voici le sommaire de celui de ce jeudi. iOS 14.5, la nouvelle version du système pour iPhone arrive. Quelles nouveautés et surtout comment empêcher les applications tierces de vous pister? Et puis on ira dans le ciel, Jérôme, très très haut, remonter le temps avec une nouvelle fonctionnalité de Google Earth qui est tout simplement magique. L'un de nos invités, François, viendra nous parler d'une innovation française étonnante. C'est notre rendez-vous Tech Care, un exosquelette pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite. C'est Wondercraft. Et puis on retrouvera la story de Jordan avec le meilleur de Kickstarter. Attention, je vous avertis, ça peut être le meilleur du pire aussi. Hein. Mais on est toujours ravis de retrouver Jordan. Et bien sûr, bien sûr. Bienvenue. Allez, on y va. Et oui, on est ravis chaque jeudi soir de vous retrouver sur 01 TV, sur YouTube et puis bien sûr sur les box, François. Oui, alors bien sûr chez Orange, SFR, Free et sur FranceSat. Voilà, et puis bien sûr sur la chaîne YouTube de 01 TV. Avec au menu, vous l'avez vu, plein de bonnes choses. Je vous rappelle aussi le hashtag 01 Hebdo sur Twitter si vous voulez réagir bien sûr au sujet qu'on évoque. Vous le savez, sur Twitter, c'est vous qui avez la parole. Alors avant de développer les titres que vous venez d'entendre et de recevoir nos invités surtout, on va passer à l'actu, les petites news qu'on a retenues pour vous cette semaine. C'est parti. Et Jérôme, on va commencer par un chiffre vertigineux. Ah ouais, 7,8 millions. C'est le nombre de PlayStation 5. C'est tout à fait pas du tout ma fortune personnelle. Non. Sauf en cacahuètes éventuellement. C'est pas mal déjà. Près de 8 millions d'exemplaires vendus pour la PS5, la PlayStation 5, sortie en novembre dernier. Donc record battu, formidable. Record de la PS4 battu. Étonnant. Ouais, près de 8 millions donc, d'exemplaires vendus en quelques mois, alors qu'il y a une On se pandémie. demande qui l'achète, puisqu'elle n'est pas disponible. C'est ça, alors qu'il y a une pénurie de composants et alors qu'il y a des ruptures de stock incessantes concernant la PlayStation 5. C'est vous dire, si en fait Sony n'avait pas eu ces problèmes en fait, de livraison, en quelque sorte de disponibilité, peut-être qu'ils auraient doublé leurs ventes en fait, parce qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous n'arrivons pas à trouver une PlayStation 5 dans les magasins. Donc voilà. C'est d'autant plus incroyable ce chiffre. Voilà, qui vient d'être publié et rendu public officiellement par Sony à l'occasion de ces résultats. On n'a pas de chiffre pour la Xbox actuellement. Non, mais les ventes auraient progressé de plus de 200% concernant la nouvelle Xbox. On imagine aussi que les chiffres doivent être très très bons. Voilà, félicitations à Sony. Est-ce que l'année 2021 va être encore tendue pour les livraisons de PlayStation? On peut s'y attendre puisque, vous le savez, il y a cette fameuse pénurie de semi-conducteurs qui ralentit en quelque sorte la fabrication de tous nos équipements électroniques, Jérôme. Exactement, de tous les produits, y compris les voitures et tout le reste. Voilà. L'actualité cette semaine, François, c'est également le retour d'un géant sur un marché sur lequel il n'était plus présent jusqu'à présent. Le marché, c'est celui du PC et du PC portable. Et le géant en question... c'est Samsung. Eh oui. On le voit, le PC finalement redevient un peu un produit à la mode, alors qu'il avait été un petit peu délaissé, boudé par de grands industriels tels que Samsung. On se souvient, Jérôme, il y a quelques années, il y avait des PC Samsung en France. Samsung avait décidé de de quitter ce marché. Et bien voilà, une nouvelle keynote, l'Impact 21 a été présenté, et, avec pas mal de nouveautés concernant les PC, Jérôme. Et Samsung innove encore. Oui, alors notamment en matière de finesse et de légèreté, un cap sur l'ultra haute mobilité. Alors ils ont dévoilé 3 produits exactement, le Galaxy Book, le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360. Alors ils sont ultra fins comme tu le disais, 11,2 et 11,9 mm puisqu'il y a plusieurs modèles, très légers. Pour le Book Pro et le Book Pro 360 qui sont le haut de gamme en fait.
Ultra léger, écran AMOLED. Voilà, et autant vous dire que sur un écran de PC, ça pète vraiment. Hein. On connaît le savoir-faire de Samsung dans les écrans. Eh bien voilà, imaginez avoir un grand écran AMOLED, c'est vraiment super. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup et ça donne envie de les tester, hein, ces PC. Qui sont aussi, tu as vu, il y a un modèle qui est complètement pliable. J'imagine que c'est le Pro 360, le 360 hein, qui se transforme en fait en tablette. Voilà, ça devient presque banal, c'est ce form factor, alors que c'est complètement étonnant. Voilà, donc ça sort à la fin de l'année. On n'a pas les prix pour l'instant. Donc on en saura plus probablement dans quelques mois, dans quelques semaines. Et en tout cas, c'est donc l'histoire de Galaxy qui continue de s'écrire, hein, puisque Samsung avait teasé hier, c'était amusant, ils avaient dit on va vous annoncer le Galaxy le plus puissant. Évidemment, tout le monde s'attendait éventuellement, enfin certains s'attendaient à un smartphone, et bien non, c'est un PC. C'est un PC. Voilà, petite précision encore technique, hein, ces PC seront équipés de la toute dernière norme du Wi-Fi, le Wi-Fi 6E. C'était déjà le cas sur le Galaxy S21 haut de gamme, hein, qui est sorti il y a quelques semaines. Et bien voilà, ces nouveaux PC intégreront le Wi-Fi du futur qui, semble-t-il, eh bien, a de belles promesses en termes de débit. À noter que ces produits viennent donc entrer en concurrence, principalement avec Dell, qui est un peu le leadership sur les ultra portables, hein, avec les, je ne sais plus comment ils s'appellent, les Dell, enfin bref, les magnifiques ultra fins, et puis Microsoft. Les XPS. XPS, bravo, quelle culture. Et puis Microsoft. En fait, franchement, c'était la moindre des choses parce que c'est celui que j'ai en ce moment. Voilà, donc c'est pour ça. Et puis Microsoft qui a dévoilé, qui a présenté récemment quelques nouveaux Surface laptop. Voilà, donc pour les PC. Ça donne envie de les tester et de les voir de plus près, donc c'est à la fin de l'année. Et puis l'actualité aussi, c'est des grosses mises à jour, notamment du côté de chez Apple, Jérôme, avec la mise à jour de macOS et d'iOS 14. Voilà, alors on commence par iOS, sur iPhone. Mise à jour iOS 14.5, très attendue, elle a déjà fait beaucoup parler d'elle pour différentes raisons. Elle a fait parler d'elle notamment pour cette histoire de suivi publicitaire, ça s'appelle App Tracking Transparency, vous savez, qui est une nouvelle fonction qui va obliger les développeurs d'applications à vous poser la question, savoir si vous voulez qu'elle vous suive ou pas, et on va y revenir en détail tout à l'heure sur ça, parce que c'est vraiment un sujet à part entière, avec Gilbert Kallenborn. Oui, bien sûr, qui va nous expliquer ce qui va se passer et eh bien comment on va pouvoir ne plus être pisté par nos applications avec cette mise à jour, en tout cas si on a un iPhone avec iOS 14.5. Cela dit, il y a d'autres nouveautés sur cette mise à jour qui ne sont pas que anecdotiques, hein, Jérôme, comme par exemple le déverrouillage en fait, de votre iPhone si vous possédez une Apple Watch et si vous avez un masque. Et c'est pas mal ça. Hein, c'est pas mal du tout. Voilà, alors moi j'ai essayé ça hier soir. Effectivement, maintenant on peut activer le déverrouillage avec masque. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un masque? Eh bien, il détecte que c'est bien un masque, hein, mais qu'il y a quand même un air de parenté avec vous. Il regarde s'il y a une Apple Watch qui est connectée et qui est débloquée. Et là, du coup, il déverrouille immédiatement votre iPhone. Et donc, ça marche très, très bien. Bon, alors, ça nécessite bien sûr d'avoir une Apple Watch au poignet. Ouais, ça, c'est clair. À noter que les rumeurs se font de plus en plus insistantes concernant le nouvel iPhone qui intégrerait donc un Face ID, mais aussi le Touch ID qui reviendrait dans ce nouveau modèle avec un Touch ID intégré dans l'écran. Voilà, on se rend compte aussi que Apple répond en fait aux usages, hein, et notamment aux usages liés à la conséquence de cette pandémie. Exactement, je pianote là, mais là tu vas voir, j'ai l'autorisation, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'il y a plein d'autres choses comme nouveautés. Il y a notamment l'application podcast qui est relookée. Bon, mais en fait, c'est assez cosmétique. Il y aura une vraie nouvelle application podcast en mai prochain. Vous savez que Apple fait beaucoup d'efforts sur les podcasts. Sûr. Avec, entre autres, la possibilité de pouvoir donner de l'argent à certains créateurs de podcasts. Voilà, exactement. Ça va arriver. Et puis, il y a l'application Rappel qui est également relookée. Et puis, ce que je cherche, mais que j'arrive pas à trouver malheureusement, c'est Siri qui change de voix. Ah, Siri change de voix. Oui, alors... Et c'est vrai que Siri essaie de petit à petit avoir une voix de plus en plus humaine et moins robotisée. Hein. On sait que Apple a communiqué là-dessus il y a quelques temps de cela. Petit à petit, Siri évolue, notamment aux États-Unis, je crois. Alors en fait, voilà, il y a 4 voix disponibles, 2 voix d'hommes, 2 voix de femmes, mais ça c'est aux États-Unis. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en France, c'est pas activé, mais en France, c'est ça que je voulais faire écouter, mais je le trouve plus, tant pis. C'est qu'on a droit aux voix québécoises. Et moi, j'adore. Tabernacle. Oui. C'est sympa, bien sûr. Voilà, c'est sympa comme tout. Voilà, donc Siri qui évolue. Et puis, on se donne rendez-vous
bien évidemment, ce sera en juin prochain pour la WWDC, avec la présentation de la nouvelle version d'iOS, ça sera l'iOS 15. iOS 15, exactement. Alors, on ne saura pas tout, mais vous le savez, on aura quelques petites pistes de nouveautés et ce sera un rendez-vous à suivre, bien sûr, sur 01 TV, tout comme la Google I.O., qui est le grand rendez-vous des développeurs, qui aura lieu le 18 mai. On sera là en direct dès 19h d'ailleurs. Alors, si vous êtes dans l'écosystème Apple, eh bien, vous êtes peut-être également sur Mac. Et là aussi, il y a du nouveau. C'est macOS 11.3. Bon, c'est une mise à jour intermédiaire, on va dire. Ça corrige quelques failles. Ça optimise aussi certaines choses pour que ce soit bien conforme au nouveau processeur M1. Et puis, il y a différentes choses. Safari, le navigateur, qui s'améliore, qui devient assez intéressant. La compétition va être rude avec Chrome. On peut noter la compatibilité avec les manettes Microsoft et Sony de dernière génération. Et puis François, alors une évolution que moi j'attendais personnellement depuis longtemps, c'est le fait de pouvoir utiliser quand on a les HomePod, tu sais, les deux enceintes d'Apple. Dont d'ailleurs sont sortis qui sont sortis du catalogue. Sortis de la vente du catalogue. Il en reste. Alors moi j'en ai deux sur mon bureau, et il y avait un truc de fou, c'est que tu ne pouvais pas envoyer ta musique depuis ton Mac sur les deux HomePod en même temps, accouplés en stéréo. C'était soit l'un, soit l'autre. Ça alors ? C'était pas possible. Ça a duré comme ça pendant des années. Ça avait enfin, tu sais, ils sortent le HomePod, mais ils viennent d'activer la fonction stéréo. Je crois que la stéréo, on l'avait sur d'autres devices, notamment sur l'iPhone, etc. On pouvait avoir la stéréo avec les deux HomePod, je crois. C'est que sur le Mac. C'est que sur le Mac, oui, sur le Mac, ça ne marchait pas. Et là, maintenant, ça marche. Alors maintenant, ça marche, voilà. Mais bon, en réalité, ça ne marche que pour la musique. On ne peut pas s'en servir comme enceinte pour son Mac parce qu'il y a trop de latence, c'est du AirPlay. Et bien sûr. Donc voilà. Oui, donc tu ne peux pas faire de visio avec les HomePod. Non, parce que là, ça devient incompréhensible. Voilà pour macOS et les petites nouveautés Apple. Alors on aurait pu parler aussi des résultats financiers d'Apple qui sont tombés il y a quelques heures et qui sont dithyrambiques, incroyables. Ceux de Google aussi. Google, Microsoft, Facebook, c'est des dizaines et des dizaines de milliards qui sont engrangés. Ça devient suite, surréaliste. Bien sûr, à cette pandémie, puisque vous le savez, cette pandémie a mis à mal pas mal de vieilles industries, mais on se rend compte aussi qu'elle a fait accélérer aussi les nouvelles, et notamment tout ce qui touche au numérique. Alors elles font des belles choses aussi, malgré tout, c'est Big Tech, et notamment Google, et on va en parler tout de suite. Allez, on y va. Vous connaissez forcément Google Earth. Google Earth, c'est cette visite virtuelle de la planète qui existe depuis, je pense, 10 ou 15 ans. Mais, et franchement, s'il y a bien un soft qui nous a fait tous rêver, c'est bien Google Earth. Quand c'est arrivé, c'était spectaculaire, c'était incroyable. C'est vrai, combien de fois on a rêvé et on a été ébloui par ces zooms depuis l'espace sur la planète Terre, avec regarder un petit peu nos régions qu'on aime bien, les villes qu'on apprécie, etc. Et alors Google Earth évolue régulièrement, et là, Jérôme, depuis quelques jours, on a vraiment une mise à jour importante de Google Earth. Oui, Google Earth, c'était la visite de l'espace. Et bien maintenant, ça va devenir l'espace dans le temps. Ils ajoutent une fonction qui va pouvoir permettre de remonter dans le temps. Et on en parle avec notre invité qui doit être en ligne avec nous, Gilles Davidovitch. Bonjour Gilles. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes géographe chez Google. Alors, je ne connais pas votre titre exact, je l'ai oublié, mais en tout cas, vous travaillez pour Google, bien sûr. Absolument, depuis bientôt 9 ans. Depuis 9 ans, et vous êtes un peu le monsieur Google Maps et monsieur Google Earth. Vous connaissez parfaitement ces produits, vous êtes un passionné de cartographie, etc., d'espace aussi. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Google Earth ? Alors, vous savez que c'est un produit extraordinaire parce qu'on a la chance d'avoir plus d'1 milliard d'utilisateurs réguliers, en fait, de ce produit-là, qui vont découvrir, qui vont explorer, qui vont se promener à la surface du globe. Et d'ailleurs d'autres planètes également, pas que de la planète Terre. Et ce qui est totalement nouveau, c'est qu'on a monté un partenariat avec la NASA et l'Agence spatiale européenne, la Commission européenne et aussi une université qui s'appelle Carnegie Mellon aux États-Unis pour exploiter, pour injecter plus de 20 millions d'images satellites qui dormaient dans les tiroirs de ces agences spatiales. Parce qu'en gros, ça fait des décennies en fait, qu'il y a des dizaines, des centaines de satellites d'observation de la Terre qui prennent des photographies tout le temps, de jour, de nuit, quand il y a une couverture nuageuse, quand il fait beau.
Et l'essentiel de ces photographies, tellement il y en a, eh bien, ne sont que très très peu utilisées. Et donc là, on a fait appel à de l'intelligence artificielle, à du machine learning, pour pouvoir exploiter et rendre ces images accessibles au plus grand nombre, et surtout pour pouvoir les rendre dynamiques. Vous savez que dans Google Earth, comme dans Google Maps, on peut faire de la 2D, de la 3D. Il manquait une 4e dimension qui est le temps. Et c'est ça la grande nouveauté. On peut remonter dans le temps, en plus de remonter dans l'espace, et observer la transformation des paysages sur la planète Terre depuis globalement les 40 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on voit exactement? J'imagine que c'est pas forcément très joyeux partout, parce que la planète, elle change. Alors oui, c'est un marqueur du progrès, c'est ça. J'imagine, bon voilà, quand on voit là les images de Dubaï, c'est quand même assez impressionnant. Hein. En 20 ans, Dubaï est devenu, partant d'un désert, est devenu aujourd'hui une ville incroyable. C'est un peu le témoin de l'évolution de l'humain, quoi. Absolument. C'est exactement cela. Ça a aussi un objectif pédagogique, informationnel, de prise de conscience de tout à chacun, effectivement de l'impact, des impacts que les activités humaines peuvent produire en quelques décennies sur les paysages. Vous savez, Thomas Pesquet, dans la Station spatiale internationale, lui, il a un point de vue évidemment fantastique pour prendre dans son ensemble, finalement, la planète Terre, sa fragilité, et il va voir pendant 6 mois quelques impacts particuliers, mais finalement, il ne verra pas la partie dynamique en fait de nos activités. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut voir de manière dynamique? Il va voir des crues, il va voir des fleuves qui vont sortir de leur lit, il va voir peut-être quelques incendies malheureusement, et puis il va voir les saisons passer comme ça d'un hémisphère à l'autre tous les 3-4 mois. Mais il ne verra pas la déforestation, par exemple, le recul des glaciers, ou justement Dubaï, comme vous l'avez dit, l'explosion urbaine, parce qu'en 6 mois, ça ne suffit pas en fait. Et effectivement, il faut des années, et il faut remonter dans le temps, où il faut mettre en film, en animation, tout cet aspect de nos activités, tous ces aspects de nos activités sur la planète. Et c'est là qu'on se rend compte, effectivement, que, par exemple, le Caire est en train d'englober complètement, par exemple, les pyramides d'Égypte de Gizeh. Et dans quelques années, ça va devenir, les pyramides seront au centre d'un gigantesque boulevard périphérique. Vous voyez, donc vous parlez de Dubaï, c'est incroyable comme Dubaï a grignoté le désert d'un côté et s'est avancé sur la mer de l'autre. Oui. Tout cela, Thomas Pesquet, il l'a photographié déjà, mais il l'a photographié en one shot, si j'ose dire, c'est-à-dire en instantané. Là, on se propose de remonter dans le temps d'une façon dynamique, et ça, c'est complètement nouveau. Alors, Gilles, juste une question. Le point de départ, c'est souvent le milieu ou le début des années 80. C'est intéressant, c'est que, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à cartographier la Terre depuis l'espace, c'est ça ? Alors, pas tout à fait, en fait. Vous savez qu'on a fêté il y a quelques jours les 60 ans du vol de Youri Gagarin et finalement un peu le coup de feu, le coup d'envoi de l'exploration spatiale. Bon. Mais en fait, pourquoi remonter effectivement sur 37 ou 40 ans? Simplement parce que les satellites d'observation de la Terre ont fait des progrès continus et qu'avant cette période-là, il y avait déjà des images satellites de la Terre, mais c'était de la basse définition, c'était pas une superbe qualité, ça n'apporterait pas grand-chose de plus. Et du coup, évidemment, on va continuer à injecter ces données-là qui vont poursuivre, qui vont poursuivre dans le temps et qui vont continuer à arriver avec des caméras de plus en plus performantes, de plus en plus précises. Et du coup, c'est pour ça en fait que ça ne vaut pas le coup de remonter entre guillemets sur les photos satellites précédentes, mais qu'au contraire, on va continuer à injecter les photos satellites à venir. Donc c'est de l'innovation permanente. Donc on ne pourra pas, même grâce au machine learning, remonter plus tôt que le début des années 80, en fait. Non, pas vraiment. En fait, le machine learning, on l'a utilisé là, et c'est assez intéressant de voir ce que l'on peut faire avec cette intelligence artificielle. On l'a utilisé d'abord pour traiter la taille gigantesque des données. 20 millions de photosatellites, c'est plus de 20 pétabytes. 20 pétabytes, c'est gigantesque. Ça ne donne plus rien d'un point de vue humain. C'est absolument inimaginable. Si on l'avait fait sur des ordinateurs classiques, ça aurait mis
plus de 228 ans de calcul, d'heures de calcul. C'est des millions d'heures de calcul déjà pour nos propres data centers, nos propres fermes de serveurs. L'intelligence artificielle, là, on l'a utilisée pour traiter ces plus de 20 millions d'images et pour enlever les pixels où il y a de la couverture nuageuse ou de la couverture neigeuse. Et du coup, on a enlevé ces couches d'informations pour pouvoir obtenir une Terre sans nuages. Et donc, on a une Terre, année après année, sans nuages, que l'on peut voir se transformer. Oui. Et Gilles, au-delà de l'aspect ludique, ça nous permet effectivement de faire une espèce de tourisme virtuel dans l'espace et dans le temps. Est-ce qu'il y a à quoi ça peut servir? Est-ce qu'il y a des applications réellement utiles qui peuvent être faites de cette innovation? Absolument. Alors d'abord, ça va informer le grand public, les décideurs politiques, les industriels. Ça va aider à faire prendre conscience de ces impacts-là. Parce que vous savez, il y a toujours des gens qui nient le réchauffement climatique, il y a toujours des gens qui disent oui, n'exagérez pas les choses, c'est pas si vrai que cela, on plante aussi des arbres, le désert n'avance pas tant que ça, l'eau ne va pas monter sur les littoraux. Tout cela, eh bien, on commence à le voir réellement, à en prendre conscience grâce à ce genre d'outils. Et puis les scientifiques aussi utilisent beaucoup Google Earth et beaucoup Google Maps pour tout un ensemble d'opérations, de suivi, d'études et d'analyses, parce que ce sont des outils de synthèse. La carte vaut mieux qu'un long discours, on dit souvent, parce que le cerveau synthétise beaucoup mieux ce genre d'informations. Plutôt que des tableaux, par exemple, ou des chiffres jetés comme cela. Donc, il y a tout un ensemble de domaines, de l'aménagement du territoire, de l'écologie, de la préservation des ressources halieutiques, donc la pêche, par exemple, mais aussi la protection des animaux en voie de disparition, la déforestation, pas que dans les zones classiques comme l'Amazonie ou la Sibérie, mais aussi en Afrique par exemple, ou dans les parties désertiques où il y a quand même beaucoup d'arbres. On a l'impression que le désert est complètement désert, mais il y a aussi beaucoup d'arbres dans le désert, et là aussi il y a des déforestations à suivre. Donc il y a la glaciologie, la géologie, le suivi aussi de ressources, des ressources industrielles et minières. On voit par exemple avec Timelapse, Google Earth Timelapse, l'implantation de fermes éoliennes, de fermes solaires ou également de grands barrages hydroélectriques qui génèrent à l'amont d'énormes bassins réservoirs d'eau. Et puis on voit ces bassins réservoirs se vider, comme c'est le cas par exemple à Las Vegas. Plus la ville explose en taille et plus le réservoir du grand barrage Hoover est en train de se vider. C'est absolument extraordinaire. Oui, alors c'est peut-être aussi, ça ouvre plein de débats et plein de questions. Est-ce qu'il y a, juste dernière question, Gilles, est-ce qu'il y a des lieux qui n'ont pas bougé en 40 ans? Alors, il y a des lieux qui n'ont pas bougé, mais ce sont essentiellement des milieux très fragiles, un peu des milieux extrêmes, on va dire. Les milieux polaires ont bougé, mais assez lentement, quand bien même les glaciers sont en train de se retirer pour certains, il y a d'autres glaciers qui progressent. Maintenant, pour répondre à votre question, il n'y a pas tant que ça, en fait, des milieux qui ne bougent pas. La Terre est une planète dynamique, et c'est vrai qu'à l'échelle humaine, on ne le voit pas forcément facilement parce que la mémoire peut nous faire défaut. Donc la réponse est non, il n'y a pas tant de milieux que ça qui ne bougent pas. Les littoraux bougent énormément. Les milieux de montagne et de haute montagne bougent également énormément. Les déserts bougent. Les forêts reculent. Non, vous avez raison de le signaler finalement. Il y a très peu d'endroits où ça ne bouge pas. Passionnant. Merci beaucoup, Gilbert. Merci beaucoup. Et puis ces images sont hallucinantes, vraiment. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Merci à vous. À retrouver sur Google Earth Timeline. François, on va recevoir un autre invité pour une innovation également étonnante. Oui, pleine de promesses. C'est notre rendez-vous de Tech Care avec Orange maintenant sur 01 TV.
On va s'intéresser à une innovation qui, effectivement, peut venir en aide à de nombreuses personnes privées d'une mobilité normale. Et pour ça, on reçoit Jean-Louis Constanza. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Louis, cofondateur de Wandercraft. Jean-Louis Constanza qui a été un homme des télécoms pendant de très nombreuses années. Jérôme, ça fait longtemps qu'on connaît Jean-Louis. Vous avez été le patron de Télé2, vous avez travaillé chez Orange, etc. Et puis depuis quelques années, vous avez changé de cap pour vous intéresser en fait à Wandercraft, dont vous êtes le cofondateur. Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous présenter Wandercraft ? Eh bien, on a fondé Wandercraft pour que les personnes en fauteuil roulant puissent remarcher. Un défi incroyable, beau. Oui, c'est un défi incroyable à plusieurs plans. D'abord, la marche, c'est un des graals de la robotique. C'est vraiment un problème scientifique et technologique très complexe. En fait, il y a deux gros enjeux dans la robotique. Je pense, il y a l'intelligence, donc il y a des milliers d'entreprises qui travaillent sur l'intelligence, et il y a la marche. On n'est pas nombreux. La marche humaine est vraiment un phénomène très complexe et très compliqué. Et quand on la perd, on se retrouve face à plusieurs problèmes. L'un, c'est la mobilité. On ne peut plus aller là où on veut aller, facilement en tout cas. Et le deuxième, c'est qu'être assis en fauteuil roulant toute la journée fait qu'on est atteint de grosses pathologies cardiovasculaires, cutanées, circulatoires, etc. Donc, alors on voit les images là, Jean-Louis, excusez-moi, je vous coupe, mais évidemment ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes. Donc c'est un exosquelette qui est développé par Wandercraft. Voilà, donc Wandercraft a développé un exosquelette. Ça, c'est la première version de ce robot de marche, puisque c'est un robot de marche qui est utilisé en hôpital pour réapprendre aux gens à marcher. Mais on est en train de pousser cette version un peu plus loin. Vous le voyez ici, on prépare un concours au Japon avec Kevin, qui est notre pilote d'essai, et qui consiste à faire toutes les activités de la vie quotidienne dans un appartement. Donc on a loué un appartement tout près de Paris, et progressivement, on fait faire à notre robot tout ce qui peut permettre à quelqu'un d'évoluer dans son appartement. Donc se lever, faire la cuisine, vous voyez, s'asseoir à table, déjeuner, porter un paquet, aller aux toilettes, utiliser la salle de bain, etc. Mais alors attendez, comment cette personne qui est donc à mobilité réduite interagit avec cet appareil? Il lui parle? C'est simplement des gestes qui font que l'appareil va comprendre ce qu'il veut faire? Alors, c'est une bonne question parce qu'il faut que l'interaction soit la plus intuitive possible. L'usage, dans quelques années, sera non plus seulement d'aller en hôpital, mais d'aller dans la rue et chez soi. Aujourd'hui, on parle à l'exosquelette, si vous voulez, d'abord par les mouvements du buste. Donc si je me penche légèrement en avant, on a une intelligence artificielle qui détecte le mouvement et qui permet de comprendre que l'utilisateur veut se lever, s'asseoir ou se mettre en marche, par exemple. Donc ça active des petits moteurs qui vont aider et amplifier les mouvements, c'est ça ? Des très grands moteurs en fait, parce que la marche, ça demande beaucoup de puissance. Et puis il faut soulever un corps. Voilà. Donc il y a le poids du robot qui est encore assez gros. Les versions suivantes seront beaucoup plus fines. Donc la personne est assise, il suffit qu'elle se penche un petit peu vers le devant. Vous pouvez le voir dans les vidéos. Il va se pencher en avant et l'exo comprend qu'il faut se lever à ce moment-là. L'appareil va se mettre en route et se vous le voyez juste maintenant. Vous voyez, Kevin se penche en avant. Alors il s'appuie aussi. On les utilise plus. Vous voyez, dans la vidéo précédente, on voyait qu'on n'a plus besoin d'accoudoir. On peut se lever de n'importe où. Un lit, un fauteuil, etc. On peut s'asseoir n'importe où. Et puis, il faut changer de mode, parce qu'à un moment, on est dans le mode où il faut se lever, et à un autre moment, on est dans le mode où il faut marcher. Ça, on le fait avec cette télécommande, c'est bien synchronisé, qui est un produit nécessaire pour les hôpitaux où il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Maintenant, on passe à la commande vocale, naturellement. Donc, on a développé, là encore, un réseau neuronal pour comprendre la voix. Dans ce contexte très précis. Et sur d'autres vidéos, vous pouvez voir qu'on dit « robot avance ». On l'appelle robot pour l'instant, mais on va lui donner des noms. Et il se met en marche, tourne, fait un demi-tour, assieds-toi, etc. Alors, on voit que là, c'est une installation qui est quand même assez massive, réservée à des utilisations en milieu hospitalier. Vous disiez, est-ce qu'un jour, on peut imaginer un système beaucoup plus discret et qui sera utilisable véritablement dans la vie de tous les jours? Alors oui. Et la première phase, c'est effectivement d'aller en hôpital. Pourquoi? Parce que d'abord, on a travaillé pendant des années avec des équipes médicales, des kinés, des médecins, des experts, des chercheurs scientifiques, pour que ce ne soit pas seulement un gadget robotique, mais que ce soit vraiment un outil pour que l'humain puisse l'utiliser. Et l'humain, comme vous le voyez là, c'est avant tout le patient, le kiné, le médecin. On a besoin de leur compréhension du corps humain, de leur compréhension de ce que c'est qu'un patient. On a besoin de travailler avec les patients. Donc ça va continuer. Ça restera, j'espère, un très bon outil. On essaye que ce soit le meilleur pour réapprendre aux gens à marcher en hôpital. Maintenant, le but,
et avant tout pour des raisons personnelles au départ, c'est de faire marcher, de permettre à Kevin demain, qui est là sur cette vidéo, de marcher chez lui et dans la rue et d'aller au travail, d'aller chercher ses enfants à l'école. Parce que vous êtes touché, alors on peut peut-être en parler, vous êtes touché personnellement par cette chose-là, puisque votre fils est en fauteuil roulant. Et l'objectif, c'est que, grâce à son papa et grâce à la technologie que vous êtes en train de développer avec vos associés, etc., de faire remarcher votre fils et de lui redonner une autonomie. La technologie, c'est surtout les autres cofondateurs. Même si l'histoire, c'est que Oscar, mon fils, il y a 10 ans, m'a dit « Papa, tu es ingénieur en robotique ». Il avait 6 ans. Pourquoi tu ne fais pas un robot pour que je puisse marcher ? Oscar a une neuropathie, il est en fauteuil roulant. Et moi, je suis ingénieur robotique, mais je n'avais pas les compétences. On parle de compétences vraiment de très haut niveau. Et à ce moment-là, j'ai croisé le chemin de Nicolas Simon et Mathieu Masselin. Et Nicolas, toute sa famille a la même pathologie que mon fils, en gros. Ils sortaient de Polytechnique et ce sont des génies de la robotique qui sont excellents dans plusieurs domaines, dont celui-là. Donc, moi, j'ai compris tout de suite que c'était le bon concept. Parce qu'il y a des technologies beaucoup plus anciennes qui permettent un peu de faire marcher les gens, mais il n'ira jamais à la fac avec ça. Et on a fondé cette entreprise. On a construit, je pense, pardonnez-moi, mais la meilleure équipe de robotique de marche du monde. On est souvent comparé à Boston Dynamics, même si on fait des choses différentes, pour faire cet exosquelette, pour permettre aux gens, en hôpital, de se soigner. Aujourd'hui, il y a plein d'hôpitaux, il commence à y avoir pas mal d'hôpitaux qui utilisent notre exo. Et pour le grand public, ça va arriver quand, Jean-Louis ? Alors, il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens, bien évidemment. Jamais. Donc le mot-clé, c'est dans quelques années, en fait. C'est notre langue de bois. D'accord. Mais ce n'est pas dans 10 ans. C'est pas dans 10 ans. Non, c'est vraiment pas dans 10 ans. Avec une miniaturisation par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Le prototype de l'exo grand public, que je ne peux pas vous montrer, il fait 6 cm de large, donc il s'assied dans un siège de TGV. Il peut aller aux toilettes, il peut monter dans une voiture, il peut en descendre, et c'est ça qu'on va faire. Donc ça sera un objet très fin, très joli, mais c'est le même algorithme. Ce sont les mêmes intelligences artificielles. C'est-à-dire que pour vous, le plus gros effet, toute l'informatique, le soft, ça marche. C'est maintenant la miniaturisation, en fait, c'est les moteurs, c'est etc. Le prochain challenge. Un peu d'essais cliniques, une plateforme qui ne tombe jamais en panne. Protéger la personne, parce que si jamais elle est poussée, elle va tomber. Il faut la protéger, qu'elle puisse se relever, repartir, etc. C'est du travail compliqué, mais moins complexe. Je pense qu'on a franchi le plus dur, oui. Et ça coûtera cher ? Alors, il faut que ça coûte pas cher. Comme il y a beaucoup de gens qui en ont besoin et que c'est très utilisable, il y aura des grands volumes. S'il y a des grands volumes, on peut diminuer les coûts. Et il faut que ça coûte moins cher qu'une voiture moyenne. D'accord. Il y a des aides, j'imagine ? Ça sera remboursé. C'est déjà remboursable en Allemagne et aux États-Unis. Donc en France, on n'est pas en avance. Il faut qu'on travaille avec les autorités de santé pour obtenir des remboursements et que, comme un fauteuil roulant, tout ou partie du coût soit prise en charge par les systèmes sociaux parce que sur le plan purement financier, on va éviter énormément de coûts de la santé et en plus, on va rendre une vie ordinaire à ces gens extraordinaires qui sont les gens en fauteuil. Jean-Louis, merci. Merci beaucoup, merci Jean-Louis Constanza. Voilà, et encore une fois, une belle innovation française. Jean-Louis Constanza, donc, avec Wondercraft. Vous avez plein de vidéos et plein d'explications sur Internet sur ce sujet. Merci beaucoup. Jérôme, on enchaîne maintenant. Et on va revenir sur le sujet d'iOS 14.5 dont on parlait tout à l'heure, ces applications qui vous pistent dans votre smartphone. Il y a du nouveau à ce sujet et c'est notre spécialiste cybersécurité qui nous en parle. Le roi du lancement de Frisbee, c'est Gilbert Kallenborn, mesdames, messieurs. Salut Gilbert. Oui, salut. Ah, tu sais que tu es une star, en fait. On s'en fout de tes compétences en termes de sécurité. Tout ce qu'on voit maintenant de toi, c'est quand tu lances ton frisbee dans le petit générique. Et on se dit, waouh, on aimerait bien jouer au frisbee à la plage avec lui. J'espère que ça arrivera un jour. Alors, Gilbert, j'espère aussi. Avant de jouer au frisbee, Gilbert, parle-nous donc de cette nouvelle fonction qui arrive donc, alors c'est sur iPhone, sur iOS avec la version 14.5 et qui va changer les choses en matière de suivi de données personnelles, de vie privée, etc., etc. Oui, donc c'est avec la version 14.5 qui est disponible depuis quelques jours. Donc la fonction Application Tracking Transparency. Donc avec ça, les utilisateurs vont pouvoir donner en fait, vont avoir le contrôle en fait du tracking publicitaire.
Donc, en fait, chaque auteur d'application devra demander désormais à ses utilisateurs si oui ou non ils veulent être traqués ou pas. Donc, il y aura une petite fenêtre pop-up qui va s'afficher. Donc, au moment, donc soit au premier démarrage de l'application ou après une mise à jour, et donc l'utilisateur pourra dire oui ou non, je veux être traqué. Alors il pourra également totalement supprimer le tracking pour toutes les applications de son appareil. Donc pour le coup, il n'y aura plus de pop-up, il n'y aura plus de tracking du tout en fait. Donc c'est assez radical en fait comme changement. Alors, ce qui est amusant, c'est que moi j'ai installé l'iOS 14.5 et tu n'as pas eu de pop-up. Et j'ai pas eu de pop-up. Non, moi non plus. Alors qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Alors, qu'est-ce qui se passe? Gilbert, Ou peut-être Gilbert, se pourquoi ça ne marche pas chez moi? Mais parce que c'est comme je l'ai dit, donc c'est au démarrage, donc quand on installe une application ou après une mise à jour. Ah d'accord, donc tant qu'il n'y a pas de mise à jour, ça... par exemple de Facebook, je n'aurai pas ce petit pop-up. Mais le jour où Facebook va faire une mise à jour, j'aurai ce pop-up, c'est ça? Exactement, mais vous pouvez d'ores et déjà, aller dans les supprimer réglages. tout le tracking en allant dans Réglages, confidentialité et suivi. Et à ce moment-là, il y a d'ores et déjà, vous pouvez en fait supprimer le tracking pour toutes les applications. Ouais. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à mon avis, Facebook va ralentir la cadence des mises à jour et se dire, bon, attendez, maintenant qu'il y a iOS 14.5, je ne vais pas faire mise à jour pendant 3 ans, en fait. Non, enfin, je pense que ça va être compliqué. Oui, parce qu'évidemment, Facebook n'est pas du tout content de cette mise à jour. Facebook et d'autres, d'ailleurs. Ça fait grincer beaucoup de dents. Donc Facebook, ça fait depuis quelques mois, en fait, qu'ils s'échangent des amabilités, Facebook et Apple, sur cette question. Facebook estime que voilà, ça va frapper les petites entreprises. En Allemagne, il y a aussi les éditeurs de presse et des publicitaires allemands qui se sont mis ensemble pour porter plainte auprès de l'autorité de la concurrence, parce qu'ils estiment que Apple fait un petit peu une action unilatérale, ça ne va pas du tout. Et donc oui, c'est sûr, pour ceux qui vivent de la publicité, c'est un coup dur. Mais ce n'est pas le premier coup dur. Apple, quelque part, suit un petit peu la tendance générale qui celle du RGPD, par exemple, où on est déjà obligé de donner son accord pour le tracking publicitaire. Mais même Google, en fait, va abandonner en fait les cookies tiers. Donc eux aussi, ils ont déjà tourné la page et ils essayent d'imposer une nouvelle façon de faire du tracking publicitaire qui s'appelle le FLoC. Donc voilà, le fameux FLoC, mais qui, pour l'instant, pas du tout sûr que ça va se faire. Donc voilà, donc Apple, là, se pose un peu en défenseur des données personnelles. D'ailleurs, si vous allez sur le site, il y a un document que vous pouvez télécharger où ils expliquent un petit peu comment ça marche, le tracking, etc. Alors, ça commence avec une phrase un peu grotesque. Depuis une décennie, un secteur d'activité opaque et tentaculaire amasse des volumes croissants de données personnelles. Alors, c'est vrai, mais... Bon, voilà, c'est sûr. Gilbert, qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Est-ce que c'est plutôt une bonne initiative, ce app tracking de la part d'Apple? Oui, moi je trouve que c'est vraiment une bonne initiative parce que ça va vraiment dans le sens c'est pour l'utilisateur. Donc, il a plus de contrôle sur ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de donner comme information, et il y a plus de transparence. Donc, pour l'utilisateur, c'est mieux. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que tu donnerais le conseil de refuser systématiquement le suivi publicitaire pour toutes les applis? Ça, c'est un choix personnel. C'est vos données personnelles, donc c'est un choix personnel. Il y a peut-être des gens qui aiment bien être pistés pour la publicité parce qu'ils adorent les publicités personnalisées. Je ne sais pas. Moi, c'est pas mon cas. Personnellement, c'est pas mon cas, mais il y a peut-être des gens qui adorent ça. Après, ça peut être... Enfin, tout dépend. Moi, je préférerais, quitte à avoir de la pub, parce que dans tous les cas, j'en aurai de la pub, Gilbert. Voilà. On est d'accord. Ah oui, c'est pas en désactivant ça supprime la pub, le ciblage publicitaire. Voilà. D'accord. Donc, qui repose en fait sur l'identifiant, c'est un identifiant qui s'appelle IDFA, Identifiers for Advertisers, qui est donc intégré en fait dans chaque iPhone que Apple met à disposition en fait des publicitaires. Et donc, le fait de dire non au tracking, ça implique en fait que l'application ne peut pas accéder à ce fameux IDFA. Mais Gilbert, le problème, c'est que certaines applis, notamment,
on le sait bien, des petites applis un peu louches, qui viennent on ne sait pas trop d'où, non seulement captent les données, mais ensuite sur ton iPhone, les revendent. Non, je fais attention justement, c'est que certaines applis ne sont pas respectueuses et ensuite laissent fuiter, revendent ces données. C'est ça le problème surtout, non? Oui, c'est ça, c'est le grand problème en fait du tracking publicitaire. C'est que derrière, en fait, vous avez tout un maquis en fait d'acteurs, des centaines de courtiers qui amassent. Alors là, dans le document d'Apple, là, ils disent en moyenne, un courtier gère 700 millions, les données de 700 millions de personnes, et pour chaque personne, 5000 caractéristiques. Donc voilà, c'est vraiment des données énormes, et c'est très difficile en fait de savoir ce que deviennent en fait ces données. Elles sont échangées, on ne sait pas trop comment, vendues. Rassemblés, agrégés, donc oui, on ne sait pas du tout en fait ce qui se passe en fait. Bon, il faut être vigilant. C'est ça. Après, peut-être couper toutes les applis, c'est peut-être pas très pertinent parce que finalement, avoir de la publicité ciblée, de toute façon, on aura de la pub. Si on a la publicité ciblée, ça peut être plutôt intéressant, si c'est bien ciblé. Après, comme tu le dis, sur certaines applications un peu louches, là, il faut désactiver, d'autant qu'on pourra le faire pour chaque application au démarrage. On peut choisir appli par appli. C'est obligatoire. Les développeurs sont obligés de faire en sorte que ça ne restreigne pas les fonctionnalités, en fait. Qu'on puisse donc désactiver le tracking sans pour autant restreindre en fait les fonctionnalités de l'application. Sinon, ce serait trop simple. Parce que on pourrait dire, oui, mais vous pouvez accéder à l'application uniquement si vous acceptez le tracking. Bon. Gilbert, est-ce que tu penses que ça va être vraiment une épine dans le pied pour Facebook notamment parce que le fait qu'ils traquent moins d'audience, ils vont gagner moins d'argent, non? On est d'accord? Ah oui, ça c'est sûr. La réaction de Facebook montre que oui, ça fait mal. Mais après, Facebook, c'est peut-être pas forcément eux qui auront le plus mal, parce que Facebook a déjà une plateforme énorme en fait d'utilisateurs, et donc ils ont quand même cette source de données premières de tous les gens qui sont connectés tous les jours à Facebook. Et avec toutes les données qui sont dans Facebook, déjà, ça fait quand même beaucoup de données. Mais après, oui, c'est sûr que ça va leur faire mal. Je suis incapable de dire combien ça va faire baisser leurs revenus, mais ça, c'est sûr que ça va leur faire mal. Oui, parce qu'il y a Instagram aussi, bien sûr. Enfin, voilà, tout ça. Ça va être chaud. Merci beaucoup, Gilbert, pour toutes ces précisions. Après, c'est à vous de statuer. Déjà, il faut installer cette mise à jour. C'est un choix personnel. Exactement. iOS 14.5. Pas facile de faire le choix parfois. Ouais. Et après, vous choisissez. Merci beaucoup, Gilbert. Au revoir. Et François, on va passer d'un sujet grave à un sujet encore plus grave. Oui, c'est vrai. C'est la sélection Kickstarter de notre ami Jordan Cossino qui arrive. Et oui, le spécialiste des gros dossiers compliqués et surtout qui font peur. Oui, et qui fait la signalisation. Tiens, je me moquais tout à l'heure un peu de Gilbert qui lance des frisbees sur son petit jingle. Toi, j'ai l'impression que tu fais la signalisation sur la route. Écoutez, ce jingle, attention, il n'a plus aucun sens. Il n'a plus aucun sens. Je me demande d'ailleurs si un jour il avait eu un sens. Non, mais c'était ma doublure. C'était ma doublure en fait, parce que pour éviter les cascades, c'est un peu physique. Et moi, je suis un peu frêle. C'est vrai, c'est Christophe Julien qui est évidemment, on le salue. Salut à lui. Bravo, super boulot. Tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Te retrouver, Jordan. Pareillement, écoutez, je vois que vous êtes beau, je vois Jérôme qui se recoiffait, magnifique, en coiffure, c'est génial. J'espère que t'as vu, je m'inspire de toi. J'essaie d'avoir une petite mèche comme toi. Je peux la mettre devant les yeux pour toi si tu veux, je peux faire un truc. Bon. Magnifique. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Eh bien, on va parler cybersécurité. Non, je rigole. Non, on va parler. Non, je suis pas iOS 14.5. On va parler de la WWDC. Un truc léger. Non, on va parler des petits objets Kickstarter. Je vous ai fait une petite sélection comme d'habitude. Il y a du très lourd. Alors, déjà. La foire fouille de 01 Hebdo. C'est un peu ça. Je suis un peu la foire de Paris, ceux qui connaissent. C'est un truc où tu as plein d'exposants avec des objets plus ou moins intéressants. Souvent, là, c'est plus ou moins que plus. On va commencer par un truc qui s'appelle Head Pop Focus. Alors, si vous n'avez pas le truc de perçage de boutons et tout, changez, partez d'ici. C'est assez. Vous allez voir, c'est sympa. Ah non, ça va être dégueulasse. C'est un petit peu dégueulasse. Bon, là, ils te le montrent à côté des bouquins et tout, c'est magnifique. Ouais. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un accessoire de beauté, on dirait une grosse brosse à dents. Tu vois, ce monsieur, il a un petit problème et paf! Oh non! Ah voilà, là, c'est un peu violent. Faut pas avoir peur. Il y a un peu de sébum. En fait, c'est un extracteur de boutons, de sébum de boutons. Voilà, c'est pas hyper sexy, désolé. Mais je trouvais le produit tel
tellement classe et l'utilisation tellement dégueu, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc voilà, c'est un produit qui est lancé sur Kickstarter qui a quand même récolté 24 000 €, hein, donc 24 000 personnes qui, au minimum, ont besoin d'un truc anti-sébum. Pour que ça marche, il faut appuyer sur un bouton ou pas? Alors en fait, ouais, t'as. Non, alors, c'était une blague. Hein. Oui, putain, oui, c'est vrai aussi, bien vu. Et oui, moi je suis très premier degré. Hein. Non, mais moi aussi. Moi, tu me dis, je reste dans mon truc. Non, en fait, donc, oui. Il faut appuyer sur un bouton. Il faut appuyer sur doublement sur des boutons. Ouais. Donc tu le places. Et en fait, ce qu'on voyait, l'image un peu dégueulasse que tu as vue, c'est que tu as une caméra et une light dans le produit. Et donc ça te permet de voir voilà, où aller piquer, quoi. Et je trouve ça assez particulier. Mais donc, quand même, le truc est quand même bien pensé, puisque tu as un petit boîtier pour stériliser tes têtes que tu utilises avec de l'UV. Et là, voilà, on te montre que sur ton téléphone, tu peux voir directement où appuyer. Regarde comment elle est contente de s'aspirer les points. Attends, mais c'est bien, c'est utile. Écoute, je te elle a eu laisse ça faire pour le son test. anniversaire. Dans une émission médicale comme la nôtre, c'est sympa. Oui, bien sûr. On salue Michel En Sylvestre. revanche, cadeau Saint-Valentin, c'est pas terrible. Non, ça envoie un mauvais message. Alors, on est d'accord. Faut être confiant. Chérie, bon, je t'offre un cadeau, mais t'as des boutons. Faut pas le faire à la première année de couple. Non. Conseil. Même pour votre mec, si vous lui offrez ça, attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Non, mais je trouvais ça assez rigolo. Tu peux la passer sur donc les joues, le menton, le derrière des oreilles. Je vais un mec qui le passait derrière les oreilles. Voilà, si vous avez des boutons derrière les oreilles, ça peut arriver. T'as 3 tailles de tête et t'as même un compartiment. Alors ça, c'est vraiment bien dégueulasse. T'as un compartiment pour stocker ton sébum. Ah, Si jamais très tu veux en faire bien. un petit Qu'est-ce truc, que t'en fais bien après? sûr. Des un petit confitures shot, n'importe. Ouais, c'est ça. Tu mets ton frigo, t'en fais une sauce, une compotée, c'est très bon. Il paraît paraît que que c'est très sympa. ils vomissent en régie. Ah bah voilà, régalez-vous, hein, nos amis en régie, parce que c'est vrai qu'ils doivent avoir la boucle qui tourne non-stop, ça doit être dégueulasse. Bisous à celui qui a fait la boucle. Non, voilà. Ça coûte combien? Alors ça coûte quand même 65 €. Ah oui, C'est quand même. Et ça, alors, c'est le point noir du truc. Tu m'as demandé le prix pour ça. Non, mais j'ai essayé d'en Tu m'as demandé caser une le prix pour deuxième. ça. Écoute, à défaut d'avoir un bon produit, au moins on a eu des bons jeux de mots. Sachez quand même qu'il se charge sans fil. Voilà, c'est quand même le petit point tech qui fait plaisir. C'est-à-dire que tu le fous sur L'option ultra raffinée. tu le fous sur ton AirPower, bam, ça charge ou ça prend feu. Et donc voilà, petit produit sympa pour commencer. Magnifique. Ensuite. Alors qu'est-ce ensuite, qu'on on a va d'autre? faire Parce que là, c'est sponsorisé par les proctologues. Non, je En rigole. plus, Non, on n'a pas déjeuné, nous. Ah ouais, heureusement. Deuxième produit, rien à voir, sans transition, ça s'appelle Mini Robotic Bartender, tout est dans le titre, c'est le produit post-confinement, post-Covid, je trouve incroyable. Si je peux avoir ce truc chez moi, je suis fan, c'est un barman électrique. Déjà, c'est un peu le foutoir. Hein, quand Alors, même. c'est un peu costaud, faut avoir un bel appart, hein. Ouais. C'est-à-dire que tu mets pas ça à Paris ou alors tu vires ton frigo, c'est au choix. Et tu vas avoir un barman à la maison, robot, je trouve ça assez incroyable, tu peux caler plusieurs types de bouteilles, plusieurs types de verres. Donc là, il a enlevé le capuchon de la bouteille, Voilà, c'est ça? et il te sert. Alors là, il a la main un peu lourde. Hein. Si vous servez ça, vous allez finir très très vite la soirée. Un petit conseil, c'est toujours à consommer avec modération. C'est du gin? Non, ça a l'air d'être de la vodka. Oh, pétard. Je connais un peu. Il t'a vidé Je connais un peu le- la bouteille parce que j'ai un ami une fois qui en a bu, hein, c'est pas Ouais. moi, vous me connaissez. Non, hein, mais bien donc, sûr, je ne consomme bien pas sûr. ce genre de produit. Mais pas du tout. Mais donc oui, donc déjà ne servez pas ces quantités-là ou réglez-le comme il faut. Mais je trouve ça assez rigolo C'est d'avoir pour un une petit famille. bartender maison. Bon là après il tremble un petit Il peu. tremble un peu, il est un peu la mais parce qu'à mon avis, il a un peu bu. Oui, voilà, c'est ça, c'est le 6e verre qui sert et non plus. Voilà. Mais donc voilà, produit assez Non, rigolo. mais c'est Tu des peux- petites bouteilles, vous êtes mauvaise langue. Oui, regarde, tu vas taper le ouais. verre et puis on verra comment tu feras l'émission après. Hein, si Oui. tu veux, je te fais le même verre. Et voilà, après tu peux mettre. On passe à la bière. mesdames, Ouais, messieurs. voilà. Non, c'est du Tabasco directement. Ah, non, pardon. ça, non, je sais pas ce que ça. Non, c'est du soda, je pense. Mais voilà, c'est pour Qu'est-ce montrer que que ça c'est marche que avec ce plein de truc types de bouteilles. Et ça déverrouille le Ça truc. décapsule, ça ouvre Mais si qui t'as a besoin fait d'ouvrir. ça? Et bah, écoute, on n'a Attends, pas moi, son prénom, malheureusement. j'aurais pu bricoler un truc comme ça. hein. Alors, je sais pas si t'aurais pu, t'aurais sûrement voulu, Enfin, mais le j'aurais- faire. Et ça Après, sert à non, mais c'est quoi, du boulot, exactement c'est du- alors, je pense que c'est un gadget. Hein. Ah C'est- oui. Après, peut-être que Ouais. miniaturisé, tu peux t'imaginer ça, acheter n'importe quoi dans un frigo ou quoi. Mais c'est prometteur. Tu te dis, une techno comme ça, pris par un grand groupe, par un Samsung qui fait des frigos, tu mets ça dans ton frigo. Bon, après, ça devient une usine à gaz, ton frigo. Hein. Mais t'as plein de pièces qui sont faites en imprimante 3D, etc. Je trouvais le produit assez rigolo. Alors, par contre, le prix, c'est, pour revenir, c'est peut-être le point noir. Ah, C'est- bah encore. faut Finalement, peut-être- on s'en sort pas. faut peut-être boire quelques verres avant de le comprendre, le prix. Donc, t'as 412 €, mais il est en kit. Je trouve ça rigolo. Ah, comme mais offre. c'est sympa ça. Oui, enfin, va monter ça, c'est pas un meuble Ikea. Hein. Ah, ben Non, non, mais t'as vu le attends, pièce qu'il y a, ouais, là, il y a T'as pas un intérêt à avoir boulot. bu des cocktails avant. Hein, Non, parce non, et qu'autrement, puis, tu le et montes puis à là, l'envers. t'oublies une pièce, c'est pas. Et tu peux le reprogrammer pour faire autre chose éventuellement. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il ferme tes stores? C'est ce que tu veux qu'il fasse. Là, il est là pour servir des bouteilles. Ne il le ferme lance des pas bouteilles. sur la Ah fermeture ouais, non, des pas les stores, parce que là, on est mort. Sachez que les stores et Jérôme, c'est une histoire d'amour. Ah bah oui. C'est depuis une des longue millénaires. histoire au long cours. ouais. Non, mais donc, non, après, tu peux sûrement le Non, reprogrammer. mais je sais pas, pour écraser des noix ou des trucs Ah, comme ça. bah, en quoi, tu soi, vois. sûrement. Hein, Sûrement. voilà. Après, oui. Mais bon. Ce serait plus utile d'ailleurs que d'ouvrir des shots de vodka. Oh, Jérôme, pas nous, hein. Tu vas pas nous faire croire que tu manges Ouais. plus de noix que tu bois de verre, hein.
Je suis passé chez toi 2-3 fois, je peux te dire, j'ai plus vu des bouteilles que des noix. Les deux vont très bien ensemble. Ça sort en avril 2022, donc c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Mais voilà, donc C'est 412 quoi, € en kit et 812, un peu plus de 800 € tout assemblé. Qui fait ça? C'est français? C'est américain? C'est américain. Américain? Ouais. Ouais, écoute, Non, c'est un mécano des années 2020. Ouais, sacré mécano quand même. Hein. Je sais pas quel mécano tu jouais, moi c'était juste mettre deux pièces et ça faisait Mais rouler ça une a petite beaucoup voiture. changé. Ah ouais, j'ai envie de le commander en kit juste pour te le voir monter. C'est pas ça qui va concurrencer les barman, je crois. Non, on ça est n'a rien à d'accord. voir. C'est un truc à la maison un peu rigolo, quoi. Enfin, si vous avez beaucoup d'argent. Bon, pas mal. Dernier produit. Allez. Encore un produit si vous avez beaucoup d'argent qui est assez incroyable. Désolé hein, sur cette rubrique, en fait on se fait que des objets qui font un peu rêver. C'est une chaise gamer qui s'appelle YAW2, YAW2. Et en fait c'est pas tant le siège qui va être intéressant puisqu'on voit que le siège change, le siège est modulable, c'est dur à dire. C'est en fait la plateforme qui est en dessous qui va vous permettre de vous d'être à fond dans votre jeu. Je trouve ça assez incroyable ce truc. C'est surtout fait évidemment pour les jeux de voiture et de pilotage, un petit de Flight Simulator là-dessus. Waouh, Flight Là, tu te Simulator régales. là-dedans, ça va être Comme on le voit dans la vidéo, ça tourne à 360 degrés, donc tu peux faire un petit hop là, voilà, c'est cadeau. Je vous l'ai fait aussi avec un siège qui coûte 10 Et balles. là, tu te mets le casque de réalité virtuel et c'est tu ce que je voulais vomis, dire. tu en mets partout. là. Alors c'est possible. Alors là, prévoyez des sacs à vomi, mais c'est en effet compatible avec plein de casques. En fait, quasiment tout. T'as du PlayStation, du Vive, du Samsung, Oculus, Valve, HP, enfin quasiment tous les casques. Enfin les plus gros en tout cas. T'as plus de 120 jeux compatibles et je trouve ça assez impressionnant parce qu'en VR, ça doit être un peu chelou quand même. On va pas se mentir parce que quand t'as les mouvements, le truc qui bouge et tout, pour peu que tu conduises pas très bien. Connaissant la conduite de Jérôme, il se met là-dessus sur un petit Colin McRae ou un Gran Turismo. Je pense que je vomis au bout de 5 minutes. Mais je t'emmènerai pas. Non, mais écoute, ça me fait beaucoup de peine. Non, tu peux aussi mettre ton PC comme il te le montre là, etc. Mais bon, c'est pas vraiment fait pour juste télétravailler. Enfin, tu peux, hein. Ah, écoute, ça doit être confort. Non, ouais, et surtout que t'as en fait, le siège s'adapte à ton dos aussi. Ouais. T'as un système, bon, en même temps, au prix où ça coûte, heureusement, mais t'as un système qui va t'ajuster la chaise en fonction de comment tu es pour pas que t'aies mal au dos, etc. Donc c'est quand même bien pensé. Tu peux aussi te mettre juste dedans pour te relaxer. Je trouve que c'est pas profiter du produit à 100%. C'est comme si tu t'avais qu'un iPhone pour te dire, bah j'ai la boussole sur l'iPhone, donc je vais utiliser un iPhone. Mais c'est possible aussi. Bon, le prix. Le prix, ça commence à 1 500 €, t'as plusieurs packs, donc c'est cher, mais si vous voulez vous faire un kiff et que c'est votre grosse passion, tu vois, c'est le prix d'une belle télé aussi, tu vois. Je me pose la question, est-ce qu'il faut que les jeux soient compatibles? Comment ça marche en fait? Oui, alors t'as des jeux compatibles, tu passes par une app qu'ils ont eux, et en fait tu lances, comme un Steam en gros, tu passes par une sorte de magasin de jeux et tu passes par leur app. Qui va faire fonctionner en fait et qui rend le truc compatible, sinon tu peux pas mettre n'importe quel jeu. Ah bah FIFA là-dessus ça peut être compliqué quoi, mais non c'est surtout vraiment... Tu bouges en tous les sens. Mais Flight Sim par exemple dont on parlait. Flight Simulator, t'as je beaucoup de jeux de voiture. voilà. En fait, c'est vraiment des jeux à sensation. Tu as pas, oui, en effet, Cooking Mama dessus ou Mais ça Sport. peut faire un carton. Ça peut faire un carton dans les salles d'arcade. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je trouve que c'est ça les nouvelles salles d'arcade de demain. En fait, c'est plus forcément les bornes, même si j'adore les bornes, hein, mais d'avoir un truc comme ça qui coûte très cher, donc que tu peux pas forcément avoir chez toi, et qui te permet d'avoir une autre expérience, comme les salles 4DX au cinéma. Je trouve ça cool. Donc voilà, l'occasion. Si jamais on a l'occasion de tester ça. Mais t'as raison, les salles 4DX, finalement, tu peux même te synchroniser sur un film. Ça peut être pas mal. Pour avoir hein. de super sensations. Ça, dans le futur, tu te dis, bon après, pareil, tout dépend du film, mais ça peut être très sympa d'avoir ton truc qui bouge. Si tu fais Avengers, c'est un peu costaud. Ouais, Avengers, Ça risque de bouger. Et ça sort en septembre 2021, je l'ai pas dit, voilà, mais c'est cadeau. Bon, le gendarme de Saint-Tropez, c'est plus tranquille. C'est plus calme, en effet, ouais, vrai. pareil, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, t'auras moins de risques. Merci Magnifique. beaucoup, Jordan. Merci beaucoup, Jordan C'était top. Cosino. Merci, monsieur. Merci, messieurs. Et puis, t'as bien fait de commencer par les boutons et terminer là-dessus. Je me suis dit, si je finis C'est par les mieux. boutons, ils vont Comme ça, on venir, garde une bonne image de toi. Je vais essayer quand même, un minimum. C'est ça. Reviens la Bon. semaine prochaine. Avec plaisir. Ben voilà, c'est terminé, ce 01 Ouais, Hebdo c'est touche à complètement sa terminé. fin. Merci de nous avoir suivis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ce rendez-vous rediffusé évidemment tout au long de la semaine sur la chaîne 01 TV, sur vos box. N'oubliez pas aussi la nouveauté, vous pouvez retrouver maintenant la version audio de 01 Hebdo en podcast, Jérôme. Exactement, toutes les émissions de 01 TV, notamment 01 Hebdo, que vous êtes déjà des milliers à vous arracher. Gros succès pour les podcasts disponibles sur toutes les plateformes. Et bien voilà, c'est pratique. Comme ça, vous entendrez la belle voix de Jordan aussi. Je fais de l'ASMR Vous ne aussi, pourrez si pas le besoin. voir, mais bon. Merci de nous suivre et on sera là la semaine prochaine, bien entendu. À très Salut vite. à tous.